Bienvenue pour cette deuxième conférence du cycle L'araméen dans tous ses états. La première avait été une introduction très générale à l'ensemble des formes d'araméen dans leur diversité, depuis l'Antiquité la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui. Et la suite du cycle va vous donner l'occasion d'entrer plus avant et plus en profondeur dans la présentation de chacune de ces formes d'araméen. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Françoise Briquel-Châtonnet, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Françoise Briquel-Châtonnet est une historienne, elle a fait l'essentiel de sa carrière au CNRS et a travaillé sur les langues ouest-sémitiques, sur le syriaque en particulier et sur le phénicien. Et elle a commencé par un travail sur la Bible abordée en tant qu'historienne. Aujourd'hui, elle vient nous parler de l'araméen ancien et nous présenter donc plus en détail cette forme de langue, son écriture, ses usages. Et donc je vais lui laisser la parole en la remerciant d'avoir bien voulu assurer cette présentation. Françoise, c'est à toi. Donc, merci Muriel et merci à tous d'être là. Donc, nous partons sur les débuts de l'histoire de l'araméen, début de l'histoire de l'attestation de l'araméen, parce qu'il est évident que les premières attestations ne correspondent pas au moment où apparaît l'écriture et où la langue est attestée. La langue semble avoir un lien, sans qu'on puisse tellement voir lequel, avec la langue amorite, qui était probablement parlée au 2e millénaire dans la même région, langue qui, en tant que telle, n'est pas écrite. C'est-à-dire, dans la région, on écrivait l'akkadien, mais par des fautes de scribes, par l'onomastique, par un certain nombre de choses, on voit que s'ils écrivaient l'akkadien, ils parlaient une autre langue que l'on a pu analyser. Donc, il faut imaginer que les araméens qui apparaissent à la fin du 2e millénaire dans, grosso modo, la Syrie, ne sont pas nés de nulle part, ne sont pas le produit d'une vaste invasion, mais sont les descendants des gens qui habitaient là à l'époque précédente. La première attestation que nous ayons du mot araméen et du nom araméen est dans les annales de Tiglath-Phalésar Ier. C'est donc par une source extérieure, en assyrien, donc langue akkadienne, 1111 avant Jésus-Christ, 2e millénaire, et ce roi, à un moment au milieu d'une phase de repli de l'Empire assyrien sur son cœur au nord de la Mésopotamie, a lancé une grande expédition jusqu'à l'ouest. Et donc il relate ainsi dans ses annales: « Avec le soutien de mon dieu Assur, mon seigneur, j'ai pris mes chars et mes guerriers et je suis parti vers le désert. » Donc il part de la vallée du Tigre et il part vers le désert. « J'ai marché contre les Zarlamou araméens, ennemis de mon dieu Assur. » Bien sûr, il vient au nom de son dieu contre les ennemis du dieu. « J'ai fait des ravages depuis la frontière du pays de Sourou jusqu'à la ville de Carchemish. » Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, vous voyez, il est parti d'Assur, plus ou moins sur le Tigre, il marchait contre les Araméens depuis le pays de Sourou, donc là on est sur l'Euphrate, jusqu'à la ville de Carchemish, donc plus haut sur l'Euphrate, du pays de Hatti, donc c'est en terre hittite, en un seul jour. Bon, sans doute une vision un petit peu optimiste et un petit peu enjolivée. Mais plus de 500 km pour une armée nombreuse et avec le pactage. Je les ai massacrés. J'ai rapporté leur butin, leurs possessions et leurs biens sans nombre. Le reste de leurs troupes, qui avaient fui les armes du dieu Assur, mon seigneur, traversèrent l'Euphrate. Donc, on en est encore là. J'ai traversé l'Euphrate après eux sur des radeaux d'outre. J'ai conquis 6 de leurs cités au pied du mont Bichri. Je les brûlais, les rasais, les détruisis, et je rapportais leur butin, leurs possessions et leurs biens à ma cité d'Assur. Donc,
cela témoigne de l'existence d'araméens, en gros, depuis cette région-là, dans tout le sud de la boucle de l'Euphrate et bien au sud du Rabour, et y compris de l'autre côté, ils auraient eu des villes. Alors, il est difficile d'imaginer ce que pouvaient être ces villes habitées par des Araméens au XIIe siècle, peut-être plutôt des installations en partie provisoires sur le village et le campement. En tout cas, il ne parle pas de royaume. Il parle d'Araméens comme ça. Il ne mentionne pas une structure politique. Ceci dit, donc, on a des Araméens qui sont attestés à cette époque-là. Et donc, ensuite, il y a un autre trou documentaire, puisque les Assyriens, pendant quelque temps, ne reviennent pas. Ils reviennent en Occident à partir du IXe siècle. Et au IXe siècle, c'est le moment où apparaissent les premières inscriptions en araméen. Donc le IXe siècle, c'est le moment où apparaît un écrit araméen, où on a des Araméens qui écrivent dans leur langue et dans leur écriture, et dans un contexte qui est relativement bien connu, puisqu'on a d'autres sources qui sont justement les annales assyriennes. C'est le moment où les Assyriens commencent leurs expéditions, qui à certains moments sont quasiment annuelles, donc où ils relatent les événements et où ils parlent des ennemis qu'ils rencontrent, et aussi par la Bible. Donc on a des possibilités de concordance qui fait que ces inscriptions araméennes, on arrive à peu près, enfin de façon approximative, à les dater, peut-être pas à les dater, mais en tout cas à les situer dans la chronologie. Ce qui, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu, n'est pas du tout le cas des premières inscriptions phéniciennes, où on peut discuter à 2 siècles près à quel moment où elles se situent. Bon. Donc, on est dans un cadre relativement favorable. Alors, on a tout d'un coup beaucoup d'inscriptions, enfin beaucoup à l'échelle de ce qu'est l'épigraphie sémitique, hein, mais un nombre d'inscriptions relativement important et qui nous dessine une utilisation sur tout l'arc utile de la Syrie. Nous le verrons grosso modo depuis le nord de la Jordanie, tout ici, et jusque dans l'actuel Iran. À tout seigneur, tout honneur, Razaël, ce sont les inscriptions qui sont sans doute parmi les plus anciennes, et d'un roi qui est relativement bien connu, puisqu'il est mentionné dans la Bible. On a donc quelques inscriptions qui mentionnent ce roi Razaël, roi d'Aram, dont on sait qu'il était roi de Damas. D'une part, des inscriptions sur des ivoires, c'est chaque fois des offrandes à Razaël. Certaines, des ivoires ont été retrouvés à Arslantash, dans le nord de la Syrie. Je reviens juste en arrière, c'est par ici, dans les ruines d'un palais assyrien du moment de l'occupation assyrienne, quand ils avaient pillé Damas. Et puis, on en a retrouvé aussi à Nimroud, donc dans la capitale assyrienne. Et puis, plus étonnant, deux fragments de harnachement de cheval, des œillères de cheval, dont l'une a été retrouvée toutes les deux en Grèce, l'une à Samos et l'autre à Érétrie. Donc Samos, île en face de la côte de l'Anatolie, Érétrie à côté de l'île à côté d'Athènes, dans des sanctuaires. Et là, on a un magnifique exemple de ce qu'a pu être cette époque des objets précieux qui circulaient dans un cadre de dons et de contre-dons. Donc des objets qui viennent sans doute de Damas, qui ont pu être pillés, là aussi, au moment de la prise de Damas par les Assyriens, emportés par les Assyriens, donnés à quelqu'un, qui l'a donné à quelqu'un, et finalement offert dans le temple d'un dieu ou d'une déesse, enfin le temple d'Héra à Samos. Donc, voilà, les objets circulaient dans une forme de mondialisation avant la nôtre. Donc, ces objets sont des offrandes qui montrent sans doute le témoignage de la richesse et de l'ampleur
de l'action politique de Hazaël, qui, je vous dis, est mentionné dans la Bible, dont on sait qu'il a même été institué roi par Élisée, le prophète Élisée, donc c'est pas n'importe qui, hein, et qui a agrandi le royaume de Damas, notamment aux dépens du royaume d'Israël. Lui et ensuite son fils Baradad ont été de grands conquérants. Et l'inscription sur l'objet là en bronze, c'est un don d'un certain Hadad, probablement le dieu, au roi Hazaël, lorsqu'il est traversé pour aller à Umki, Umki étant dans cette région-là. Enfin, c'est l'interprétation la plus probable qui avait été donnée. Il a traversé le fleuve, et donc la première interprétation qui avait été donnée par les premiers éditeurs était qu'il avait traversé l'Euphrate, parce que dans la Bible, quand on dit le fleuve, c'est l'Euphrate, mais là on n'est pas dans la Bible. Et comme ça a été donné depuis Umki, il s'agit probablement du fait qu'il avait traversé l'Oronte et été jusqu'en Umki. Donc pour un roi de Damas, c'est quand même déjà une belle expédition. Génération suivante, son fils, Baradad, et là c'est une découverte des années 90, ce qui veut dire qu'on trouve encore des choses et que ça a été un petit peu, tout à fait spectaculaire, tel Dan au nord d'Israël. Dan, on sait que la terre historique d'Israël dans la Bible, c'est de Dan au nord à Beersheba au sud, donc on est tout à fait au nord d'Israël, et là il y a une stèle en araméen, une stèle de victoire d'un roi araméen. Bon, vu les noms qui sont mentionnés, on suppose qu'il s'agit de Baradad, le fils de Hazaël, dont on sait par la Bible, je vous invite à relire le second livre des rois, qu'il a envahi et qu'il a même assiégé Samarie. Et ce qui a fait vraiment sensation, c'est qu'on a dessus, il raconte comment il a été vainqueur de le roi d'Israël et la maison de David. Donc voilà, ça a été quelque chose, une découverte qui a été tout à fait spectaculaire. Beit Daoud, là, ce carré jaune, et Malk Israël au nord. Beit Daoud étant sans doute une désignation du royaume de Juda. Donc à la fin du IXe siècle, on a trouvé, ça parle d'Israël, c'est trouvé mais c'est une stèle de victoire d'un roi araméen, qu'on a trouvé en contexte secondaire du début du 8e siècle, c'est-à-dire dès que la terre a été reconquise, on s'est empressé de réutiliser et de cacher cette pierre à défaut de ce saint qu'il ne fallait pas voir. Mais donc le contexte montre qu'il s'agit tout à fait de cet épisode de conquête du nord de la terre d'Israël au moment donc du siège de Samarie. Autre monument en araméen que vous pouvez voir au Louvre, cette stèle de Zakour, roi de Hamath et de Louache. Hamath c'est Hama, et donc il était roi, et il a fait un monument. On ne voit que les pieds en haut, donc on ne sait pas si ça représente le dieu, le roi, bon, vous pouvez imaginer. En tout cas, le roi Zakour, plein de choses, mais raconte comment il avait été assiégé par une coalition de rois, 16 rois quand même, contre lui, et qui avait élevé un jeune siège plus haut que ses murailles, creusé des fossés plus forts que ses fossés, et voilà, il était angoissé, perdu. Il a interrogé son dieu, Baal Shamim, donc le seigneur des cieux, par l'intermédiaire de voyants et de devins. Et c'est les mêmes mots qu'on a pour les voyants et les devins dans la Bible, hein, on est vraiment dans le même. Et que son Dieu lui a dit « Ne t'inquiète pas, je de la protection et tout ». Et effectivement, il y a une lacune là qui ne permet pas de voir tous les détails, mais enfin, ils se sont enfuis. On suppose que c'est une incursion assyrienne qui fait que chacun est reparti chez soi défendre son propre royaume. En tout cas, cette coalition était dirigée par Baradad, roi de Damas, qui avait emmené toute une série
de rois, depuis Unki, Kwe, etc., tous contre Amat et Louache. Donc Damas avait fait une sorte d'alliance de plein de rois contre Zakour, miraculeusement sauvé par son dieu, qui a envoyé le roi d'Assyrie pour le sauver. Donc on a deux témoignages, un au sud et un au nord, de l'expansion au IXe siècle du royaume de Damas, qui a été effectivement un acteur majeur de cette époque. Alors, on va partir maintenant du côté de Alep, et je vous prie de noter là où se trouve Arpad aussi, une autre inscription qui est une stèle dédiée à Milkart. C'est déjà curieux parce que Milkart est le dieu de Tyr, c'est pas un dieu araméen, donc bon, il s'agit d'un autre problème, mais on voit qu'il y avait certainement beaucoup d'échanges, et peut-être des Phéniciens et des Tyriens qui se trouvaient dans la région. En tout cas, c'est le roi, il s'appelle Bar-Hadad, roi d'Aram. Donc il dédie à Milkart cette stèle. Pendant longtemps, comme on connaissait le Bar-Hadad de Damas, on a cru que c'était une stèle de Bar-Hadad de Damas. Et, sauf qu'il était fils d'Atarchounkis, qui ne collait pas vraiment. Enfin bon, il y a eu plein d'hypothèses, et puis il n'y a pas de raison qu'il fasse une stèle là. On pense qu'il s'agit d'un autre Bar-Hadad, mais Bar-Hadad veut dire fils de Hadad, et Hadad est le grand dieu des Araméens, donc il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui s'appellent comme ça, et que c'était sans doute un roi local, peut-être un roi d'Arpad. Donc Arpad, je ne sais pas si c'est visible, mais en tout cas c'est au nord d'Alep. Donc un autre type de document qu'on a. On a vu des stèles de victoire, on a vu des stèles, oui, voilà, des monuments plutôt, des monuments de butin, et maintenant une stèle qui a sans doute été érigée dans un sanctuaire à la gloire d'un dieu. Si on part maintenant plus à l'est, je vais parler d'une statue sur laquelle nous reviendrons, parce qu'il s'agit d'un document très important qui là aussi a été trouvé il y a une quarantaine d'années en Syrie, dans la boucle de l'Euphrate, un lieu qui s'appelle Tel Ferreriye, et on a trouvé cette statue d'un roi local, Hadad Yessi, qui se dit roi de Sikanou et de Gouzanou. Cette statue est particulièrement intéressante. Il s'agit de la statue du dieu ou du roi, mais il n'y a pas vraiment d'attributs. En tout cas, il n'a pas des attributs spéciaux. Il est habillé avec le vêtement de luxe assyrien, porte une double inscription sur la jupe. Sur le devant de la statue, elle est en assyrien, donc en cunéiforme, et en langue akkadienne, syrienne, et dans le dos, la même inscription, en écriture alphabétique et en langue araméenne. Je n'ai pas insisté sur le fait que toutes les inscriptions que je vous ai montrées sont bien entendu écrites avec l'alphabet ouest-sémitique, qui, à l'époque, au 9e et encore au 8e siècle, ne se distingue pas de celui qu'on aurait pour une inscription phénicienne ou pour une inscription hébraïque. L'évolution s'est faite plus tard. Donc une inscription d'un côté en assyrien, de l'autre en araméen, et avec chacune son système d'écriture. Et c'est une inscription qui est très intéressante. Il s'agit donc de l'image, enfin si, il s'agit bien du roi qui est représenté, mais il n'a aucun symbole royal, qu'il a placé devant Hadad de Sikan. Alors vous voyez le contrôleur des eaux, des cieux, de la terre, qui dépense la richesse. C'est sûr que celui qui contrôle les eaux dans ces régions-là, c'est de contrôler la richesse avant tout agricole. Et on répète contrôleur de tous les cours d'eau qui fait prospérer les pays, etc., etc. Et comme ce roi de Gouzan, Hadad ici est fils de Shashnouri, qui est mentionné dans les annales assyriennes, on arrive à le dater lui aussi de la deuxième moitié du 9e siècle. Donc il a fait cette statue pour obtenir le salut de sa maison, de ses descendants, de ses gens, etc. etc. Et ça finit par un certain nombre de malédictions, que je laisse voir,
et ces malédictions sont très intéressantes parce qu'on va les retrouver d'inscription en inscription, les mêmes. Il y a manifestement une phraséologie qui avait été mise au point, qu'il sème 1000 mesures d'orge et qu'il en retire une demi-mesure. Bon, voilà, celui qui détruirait la statue. Que 100 vaches allaient un veau sans qu'il soit rassasié. Et que 100 femmes allaient un nourrisson sans qu'il soit rassasié. C'est des malédictions qu'on retrouvera dans d'autres inscriptions, encore au 8e siècle, sur un arc géographique énorme, ce qui montre une vraie unité de la culture. Que 100 femmes cuisent du pain et ne le remplissent pas, etc. Et la peste, fléau de Nergal, ne soit pas extirpée de son pays. Ce qui est intéressant, et on y reviendra, c'est que l'inscription est à peu près la même, c'est une bilingue, mais il y a quelques nuances, et l'une des plus intéressantes est que dans l'inscription en araméen, vous le voyez, là vous avez il est roi de Gouzan, c'est l'inscription en araméen. Dans l'inscription en assyrien, il est gouverneur de Gouzan, Sikanu. On reviendra sur ceci. Bon, voilà, donc on s'est un petit peu écarté. Sphiré, on arrive au 8e siècle. Encore document trouvé dans les années 30 dans la région d'Alep. C'est le texte d'un traité, d'un serment, si vous voulez, entre deux rois, dont on a trouvé les deux premières stèles donc dans les années 30 et qui ont été transférées au musée de Damas. Et un troisième morceau est arrivé plus tard et se trouve au musée de Beyrouth. Donc imaginez, là vous n'avez qu'un fragment d'une inscription en 3 stèles très longue. Ce n'est pas des petits documents qu'on a quand même. Et donc il s'agit là de serment d'un roi, Bargaya, fils de Titika, avec Mathiel, fils d'Atarchumki, roi d'Arpad. Bon, donc un roi d'Arpad, on est un peu au nord d'Alep, et l'autre, eh ben, mystère et boule de gomme. On ne sait pas, il y a eu plein d'hypothèses, y compris que ce soit une sorte de pseudonyme du roi d'Assyrie, mais la question reste d'ouverte. En tout cas, vous voyez cette... serment de Bargaya avec Mathiel, fils d'Atarchumki, roi d'Arpad, serment des fils de Bargaya avec les fils de Mathiel, des petits-fils de Bargaya, donc on entraîne les générations là-dedans, des serments de Kitika avec les serments d'Arpad, serments des citoyens. Alors le mot citoyen, la traduction citoyen n'est pas très appropriée, c'est difficile de dire, c'est en tout cas sans doute les gens importants du conseil du roi, avec ceux d'Arpad, et avec Aram tout entier. Il y a quelqu'un la semaine dernière qui a fait allusion à ce cool Aram. Donc il y avait une vague notion d'Aram, mais dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Je ne vous les ai pas recopiés là, mais on a à la fin des lignes et des lignes de malédiction sur ceux qui violeraient le traité. Et il s'agit la même chose, les femmes allaitent, il y a des tas de femmes qui allaitent un enfant et il n'est pas rassasié, la même chose pour les veaux, la même chose pour les cultures, enfin voilà, c'est tout ce qui pourrait arriver de mal à un pays qui se retrouve avec... qui n'a plus de prospérité, finalement, c'est ça la malédiction. Et à la même époque, une inscription qui a été trouvée à Boukhane, donc au sud du lac d'Ourmia. On est là, on est ici, de l'autre côté du Zagros, de l'autre côté de la Syrie, on est sur les contreforts descendants du Zagros à l'est, en Iran, et on a déjà, au 8e siècle, une stèle. Alors le problème, c'est qu'il manque le haut, et il ne reste que les malédictions. Donc on ne sait pas qui, on ne sait pas quel roi, on ne sait pas quel nom il portait, c'est un petit peu difficile de faire un peu le contexte, mais en tout cas, les malédictions sont les mêmes, et voilà, on allaite, et le veau n'est pas rassasié, et on sème, et on ne récolte rien, et tout. Donc, vous voyez qu'il y a non seulement diffusion de la langue et de l'écriture araméenne, mais aussi une diffusion d'une rhétorique, d'une manière de s'exprimer, d'une manière de penser, d'un bout à l'autre d'un arc finalement extrêmement large. Alors, en même temps, il faut
arriver à penser l'unité dans la diversité. Donc là, j'ai plutôt parlé d'unité. Et cette stèle de Buchan, l'écriture, la phraséologie, tout est la même que par exemple à Sphirée, à la même époque. Donc, mais je vous dis, dans un contexte que l'on ne connaît pas vraiment, puisqu'on n'a pas les éléments qui permettent de savoir pourquoi cette stèle a été érigée. Donc, par contre, une chose sur laquelle je n'ai pas insisté pour la statue de Tel Ferreria, l'inscription bilingue, c'est que là, on a une inscription en araméen qui a des caractères linguistiques et surtout graphiques assez différents des autres, qui montre qu'on avait sans doute là un araméen de haute Mésopotamie qui n'était peut-être pas exactement le même que celui qu'on avait dans la Syrie de la plaine derrière entre le désert et la mer. Et on a des traits assez archaïques d'écriture. On a notamment, pour ceux que ça intéresse, les séparateurs de mots en 3 petits points, dont les parallèles sont plutôt du 2e millénaire. Donc ils avaient conservé des traits d'archaïsme et des traits linguistiques différents. Donc on ne peut pas non plus dire que l'araméen, au IXe siècle, d'un bout à l'autre de la région est le même. Et on a certains endroits où on a des différences particulièrement notables, à tel point qu'on a pu se poser, on peut à la limite se poser la question pour certaines inscriptions, de savoir si c'est vraiment de l'araméen ou pas. On les comprend, hein, c'est pas le problème. C'est la classification linguistique qui pose question. Et alors, le site de Zinjirli, vous voyez sur la carte, c'est celui qui est marqué Sam'al, ici. Donc, à Samal, il y a eu des fouilles faites par les Allemands et toute une série d'inscriptions qui ont été trouvées et qui sont extrêmement intéressantes. Alors, la plus ancienne, celle du roi Kilamua, est en phénicien. Bon, pourquoi ce roi qui porte un nom louvite, c'est-à-dire néo-hittite, dans une région néo-hittite, a fait sa grande stèle en phénicien? C'est une bonne question, ça témoigne sans doute d'un rayonnement du phénicien, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Un peu plus tard, on a un monument érigé à Panamua par son fils Barakib. Alors vous voyez déjà, Panamua a un nom typiquement louvite, donc néo-hittite, et son fils Barakib a un nom typiquement araméen. Donc on voit bien qu'on est dans une région de culture un peu mixte. Et ce monument est dans une langue qu'on hésite à classer. Parce qu'il y a des traits qui sont typiquement araméens. Par exemple, le nom, et ça c'est un des marqueurs absolus, le nom pour dire fils, c'est Bar, et pas Ben. Bon. Par contre, le pronom de première personne, Anakou, au lieu de Anna, et ça c'est plutôt cananéen. C'est même typiquement cananéen. D'où un certain nombre de questions sur cette langue qu'on a appelée le samalien. On a d'autres inscriptions dans cette, dont les deux hypothèses ont été c'est une forme locale d'araméen ou c'est une forme de sémitique ancien un peu intermédiaire entre l'araméen et le cananéen, ayant hérité des deux. Bon, actuellement, linguistiquement, on penche plutôt pour le fait que ce soit une forme un peu locale d'araméen, mais qui en tout cas a des traits cananéens. Ce qui prouve bien que les questions de phylogénétique ne sont pas claires et qu'il y a, il y avait eu tout un livre qui était sorti en 1984 sur ce continuum linguistique entre les langues sémitiques qui était extrêmement intéressant. A émergé beaucoup plus récemment un autre monument d'un personnage qui s'appelle Kutamua, qui se dit serviteur de Panamua, donc c'est la même époque. Et là encore, on a Anakou et tout, mais Bar, on a la même chose, avec peut-être une langue un peu plus proche de l'araméen. Donc ça renforce l'idée que ce serait quand même plutôt un araméen local. Et puis, après, inscription de Barakib lui-même. La première, il l'a faite pour son père, mais quelques temps plus tard, il fait une inscription à sa propre gloire. Et là, vous voyez tous et vous comprenez tous qu'on a Anna et pas Anakou, et qu'on est en bon araméen classique. Donc, il y avait sans doute, dans cette région-là,
une population qui était à la fois un mélange de population louvite et apparentée à l'araméen d'un araméen local. Premières inscriptions, on écrit dans l'écriture prestigieuse qui est le phénicien. Les deuxièmes, avec le même alphabet, on écrit la langue araméenne locale, ou cette forme marginalo-araméenne. Et puis, peu à peu, c'est l'araméen standard, dans sa forme, dans sa langue, qui s'impose. Et là, on se retrouve avec le même araméen que celui qu'on a vu à Sphirée ou qu'on a vu à Boukhane. On est aussi au 8e siècle. Autre zone frontière, là, en Jordanie, Deir Allah, non loin du Yabok, on est en pays ammonite, si vous voulez. On a retrouvé dans les fouilles d'un bâtiment un certain nombre de fragments de plâtre inscrits à l'encre. Alors, imaginez, on prend le premier, on trouve, on fait attention, on a relevé tous les fragments de plâtre, c'était quand même très cassé, on les a, voilà, et puis après, puzzle, pour reconstituer ce qu'on pouvait. Et donc, l'hypothèse qui est admise était qu'on avait là, sur le mur, sur un revêtement de plâtre du mur, une écriture à l'encre, où vous voyez qu'il y a même des titres en rouge. Donc, sans doute, et là c'est très intéressant, et une écriture qui est cursive, mis sur le mur une copie d'un manuscrit qui lui-même devait être sur papyrus ou quelque chose comme ça. Donc on a une sorte de reproduction d'un document sur support souple qui nous montre qu'on en avait, qu'on devait écrire comme ça, et voilà, pour un document que l'on suppose être du 8e siècle. Le bâtiment a été démoli par un tremblement de terre, dont on suppose que c'est un tremblement de terre qui s'est passé vers 750. Donc on est un peu avant. Et le texte, je vous mets le texte du premier groupement tel qu'il avait été traduit par André Lemaire en 1985, inscription de Balaam, fils de Béor, l'homme qui voyait les dieux. Ce qui, bien entendu, évoque tout de suite à tout le monde Nombre 22-24. Balaam sur son ânesse qui s'arrête et qui est un voyant, qui est un devin. Donc on a ce personnage qui est connu par la Bible, comme un personnage qui se situe de l'autre côté du Jourdain, et dont on a une attestation au 8e siècle, dans une inscription, d'une inscription narrative. Et donc il y a un groupement qui est toute cette histoire d'une vision de Balaam, fils de Béor, qui voit tous les malheurs qui vont arriver. Et puis on a un autre texte, qui est sans doute pas de rapport, mais qui était aussi sur le mur, dans un autre des groupements qui est aussi une sorte de légende. Donc, on a un témoignage d'une littérature en araméen au 8e siècle, déjà écrite, et c'est un témoignage très fragmentaire, mais qui est particulièrement intéressant. Alors, pour le moment, le problème, c'est la langue. Et là aussi, elle a été très discutée. On est un peu au nord de Rabat Amon de l'Antiquité, Amman actuellement. Et elle a des traits qui sont typiquement araméens, comme bar, comme le pluriel en in, mais ça on l'a aussi à Moab plus au sud, et elle a d'autres traits linguistiques qui sont typiques du cananéen. D'où discussion, et il y a eu beaucoup de littérature scientifique, pour certains tenant sur le fait que c'était de l'ammonite, mais ce n'est pas du pur ammonite, d'autres que c'était de l'araméen, mais ça ne colle pas non plus. Donc actuellement on pense encore à un araméen marginal, qui lui aussi est mélangé de cananéen, mais du sud, plutôt ammonite. Donc voilà, ça montre que l'araméen, dès cette époque-là, malgré une série d'inscriptions qui vous montrent un araméen déjà relativement standard, et dans sa écriture, et dans sa langue, et dans sa phraséologie, dans sa manière de s'exprimer, qui était à l'origine sans doute assez diversifié finalement.
nouveauté, invasion assyrienne, l'empire assyrien s'étend peu à peu sur tout le Proche-Orient. Alors, je vous reviens sur cette stèle du roi Adad-Isaï de Guzana, qui déjà au IXe siècle, mais lui, il est dans la première zone d'expansion assyrienne, hein, il est dans le bouc de l'Euphrate, pas très loin finalement de la Syrie, était déjà... alors, les Assyriens, finalement, leur conquête au départ, jusqu'à Tiglath-Pileser, c'était de laisser le roi en place, de l'appeler gouverneur, et tant qu'il payait tribut chaque année, il n'y a pas de problème. Donc, pour ces sujets, il restait le roi, mais vu de votre point de vue assyrien, il n'y avait pas eu encore de construction de province avec des gouverneurs. C'était la première expansion assyrienne, c'est fait selon un mode qui n'impliquait pas énormément les Assyriens. Ce qui explique donc qu'il a le double titre. Quand un dignitaire assyrien venait, il le voyait, et puis représenté en dignitaire assyrien, il n'a pas un symbole royal, voilà, et il était le gouverneur au nom du roi d'Assyrie, et puis ces sujets qui peut-être éventuellement pouvaient lire, enfin c'est symbolique parce que de toute façon l'inscription elle était dans le temps, plus personne ne la voyait, mais enfin bon, elle reproduisait certainement un texte qui était quelque part dans des archives, et voilà, il y avait un double public. C'est toujours le problème des bilingues. Neyrab, on revient du côté d'Alep. Là, on a deux inscriptions de funéraires, de prêtres. Vous allez les voir au Louvre si vous voulez les voir en vrai, qui sont de l'époque assyrienne. Donc, on a des prêtres du dieu Shahar, qui est le dieu lune araméen, mais qui porte déjà le nom de Sin-Zer-Ibni, qui un est en Sin, le dieu lune assyrien, et d'autre part un nom en 3 morceaux, c'est pas araméen, c'est assyrien. Voilà. Et les dieux qui sont mentionnés, parce qu'il y a aussi des malédictions contre ceux qui renverseraient le monument de ces funéraires, les dieux sont des dieux mésopotamiens. Donc on a une culture complètement mixte ici, même si l'inscription est en assyrien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des prêtres des bénis des dieux, il a connu ses descendants jusqu'à la 4e génération. Et pour qu'on le mentionne, ça ne devait pas être si fréquent que ça. Conquête assyrienne, qui est marquée par des déportations. Alors là, on a un relief de Kalrou, une des capitales d'Assyrie, où on voit les gens, ils partent à pied, et la Bible nous raconte, c'est ceux qui étaient à Samarie, qui ont été envoyés ailleurs, et on amène là des gens qui ne connaissaient pas Yahvé. Donc voilà, l'idée étant à la fois de déporter vers le centre de l'Empire et vers la capitale les artisans, les gens qui pouvaient apporter quelque chose à la construction des capitales, et surtout de couper les solidarités en envoyant les gens d'un côté, de l'autre, etc. Et donc de prévenir toute révolte, d'une certaine manière. Bon. Sauf que ça a eu comme effet d'envoyer des gens parlant araméen partout. Et donc, ça a certainement joué un rôle important dans la diffusion de l'araméen. Vous voyez, donc, je trouve ce relief assez émouvant parce qu'on voit les familles qui partent avec les femmes, les enfants à pied. Donc, on s'est retrouvés d'abord dans le centre du monde araméen, avec, et c'est ce qu'on a vu avec les reliefs de Neyrab, une culture araméo-assyrienne très mixte, dont témoigne notamment l'usage de tablettes d'argile pour écrire l'araméen. Alors, celle-là est même assez tardive puisqu'elle date de l'époque néo-babylonienne, elle est au Louvre aussi. Elle est relativement bien lisible. Vous voyez, il est question sans doute de livraison. Bekesef, d'argent, sheklin, donc un nombre de cycles, je ne pas traduire shekel. On a le nombre, Beshanat, dans l'année de Nabucodonosor Malka. Donc c'est daté par Nabucodonosor. C'est une tablette tardive. Je vous fais progresser dans la difficulté. Hein. Je l'ai mise en premier parce qu'elle est bien écrite. On la lit quand même sans trop de problèmes. Le problème quand même, c'est que l'écriture linéaire
n'est pas faite pour être écrite sur tablette d'argile. Ça marche quand même moyennement bien, et c'est ce qu'avaient compris les Ougaritiques qui ont inventé un alphabet cunéiforme. Voilà, d'autres que l'on a. Alors, celle-là, manifestement, il y a eu une discussion enfin, contestation entre deux personnages. Ils vont devant le gouverneur du lieu, et il y a même des... on va reprendre. Des sceaux qui ont été placés. Là, je reviendrai sur la question des sceaux juste après, parce que c'est assez curieux. Mais vous voyez que ce n'est pas facile à lire. Et encore, celle-là n'est pas la pire. Celle-là est plutôt plus coton encore. Il s'agit de tablettes araméennes de livraison d'orge. Les dernières années avant la guerre en Syrie, dans les fouilles de l'est de la Syrie, on retrouvait de plus en plus de ce genre de documents qui montrent donc une administration qui se faisait en utilisant comme support la tablette. Bon, le problème, c'est qu'on est loin là du papyrus, qui est cher. Sinon, c'était les ostracas. On a même des tablettes où il y a des restes d'écriture à l'encre. Donc, vous imaginez, on écrivait à l'encre sur tablette d'argile. Là, il ne reste plus grand-chose. Hein. Mais pour vous montrer le mélange des cultures, écriture araméenne en alphabétique linéaire sur le support habituel de l'écriture mésopotamienne. Ce qui fait que, et là on a deux, j'allais dire, technologies du scellement différentes. L'une, c'est le sceau cylindre, vous voyez les petits cylindres là, qui était déroulé sur la tablette. Souvent en haut de la tablette, on laissait la place pour faire rouler le cylindre, et donc on avait une scène qui se déroulait. Alors vous en avez une empreinte et un dessin, et puis vous avez deux photos de deux côtés, c'est pas très bonne, du cylindre, et puis et ça c'était fait pour être mis sur tablette. Et l'autre qui est le sceau cachet, vous avez là un sceau, alors je vous ai pris, parce que c'est la photo que j'avais, un sceau en phénicien, mais c'est ça, et l'empreinte, sachant que bien entendu c'est sur l'empreinte que c'est écrit à l'endroit, et que le sceau était gravé à l'envers. Bon. Normalement, on a donc des sceaux pour les tablettes et des sceaux dans des cultures où on écrivait sur papyrus, on roulait le papyrus, on mettait une petite pastille d'argile et l'empreinte sur la pastille d'argile. Pastille d'argile qu'on appelle une bulle, comme les bulles du pape. Bon. Et on pouvait aussi mettre ces bulles sur le couvercle, enfin pour sceller un contenant sur le raccord entre le couvercle et une amphore, par exemple. Bon. Alors, des sceaux dans le monde phénicien, dans le monde d'Israël, on n'a que des sceaux cachets, parce qu'on écrivait sur des papyrus. Dans le monde araméen, on a les deux. On a des sceaux cachets, mais on a aussi des sceaux cylindres, parce que le monde araméen est beaucoup plus sous influence de la Mésopotamie, et a pu avoir à mettre des sceaux, et ce sceau araméen est donc vous voyez, il est inscrit, il n'est pas inscrit en cunéiforme, il est bien inscrit en araméen, il est inscrit sur un sceau cylindre. Et on arrive au fait que les Assyriens étaient vraiment... L'empire assyrien était devenu un empire bilingue et bigraphe. Que beaucoup d'Araméens avaient trouvé leur place à la cour et dans l'administration assyrienne. Et donc, il y avait développé l'usage de l'araméen. On a retrouvé des tablettes à Ninive où la tablette est écrite en cunéiforme, mais où sur la tranche, il y a le sujet qui est écrit en araméen, et pour que celui qui classait les tablettes, si jamais il était un araméen, puisse les classer. On a ailleurs des choses, et on a des représentations que je trouve très intéressantes. Ici, c'est sur une fresque de Tilbarsip, bon, restaurée, hein, voilà, reconstituée, et là sur un bas-relief de Ninive, où on a chaque fois, on a deux scribes l'un à côté de l'autre. L'un qui écrit clairement sur une tablette d'argile, avec une sorte de stylet, et l'autre qui trace quelque chose sur un support souple
sur la nature duquel je ne me prononce pas, avec un calame. Et ici, on en a deux aussi, on voit les deux. Ici, il s'agit de l'administration du nombre de têtes coupées, parce que c'est pas parce qu'on est des sauvages qu'on ne tient pas bien ses comptes. Alors, la question de savoir ce que représente le deuxième, est-ce que c'est vraiment qu'il y en a un qui prenait les notes en assyrien et l'autre en araméen, est discuté. Certains se demandent si là, on n'a pas plutôt un dessinateur qui prenait les dessins, qui servaient après à faire les reliefs, comme on les a à Ninive. On avait certainement, quand on a le siège de Lachish, qui est représenté sur les bas-reliefs de Ninive, Lachish au sud de la Palestine, est représenté à Ninive, et qu'on a la rampe de siège, ça, il y avait dû avoir des gens qui avaient fait des croquis sur place. Donc c'est peut-être aussi ça. Mais ça implique que l'usage d'un support souple, du calame, de l'encre, est aussi complètement intégré à l'usage dans le monde assyrien. Voilà, donc on se retrouve là, à la limite, vous savez, les Grecs qui ont vaincu leur farouche vainqueur, on a un peu les Assyriens qui, culturellement, ont quand même pas mal colonisé la Syrie. Ce que nous montre notamment l'histoire d'Arikar. Alors là, j'arrive dans les moments où je fais transition pour la prochaine fois, avec ce papyrus d'Arikar, qui est un papyrus qui date de l'époque perse, qui a été retrouvé dans cette colonie perse du sud de l'Égypte, mais qui nous donne un texte qui est plus ancien. Donc il s'agit de l'histoire et de la sagesse d'Arikar. Arikar, donc le récit parle d'un sage à la cour d'Assaradon et de Sénachérib et d'Assaradon, qui était le scribe du roi, qui porte un nom parfaitement araméen, et à qui il arrive toute une série d'histoires. Donc, le texte lui-même de l'histoire d'Arikar est certainement plus ancien que cette attestation que l'on a du 5e siècle. Probablement au moins du 6e siècle, c'est-à-dire de l'Empire néo-babylonien, si ce n'est du 7e. Et donc, l'histoire de... je vous ai montré un peu de littérature avec des Halla. Je remonte un petit peu avec ce texte de l'histoire d'Arikar, qui est intéressant également parce qu'on l'appelle histoire et sagesse. Il y a deux éléments dans ce texte. Un, l'histoire d'Arikar avec tout un narratif, d'une langue araméenne, mais avec beaucoup d'éléments acadiens dedans, à tel point qu'on s'est longtemps demandé si c'était une traduction de l'acadien. Maintenant, on pense réellement qu'il s'agit d'un texte qui, au départ, était en araméen, mais d'un araméen de ce monde araméo-assyrien, et avec sans doute un araméen très marqué par l'acadien. Mais il y a aussi une autre partie qui est des maximes de sagesse, donc toute une série de maximes de sagesse, et qui d'ailleurs, dans le papyrus à l'époque, ne sont pas intégrées au texte, sont à part, comme c'est dans les versions plus récentes, et notamment la version syriaque, que les maximes sont introduites dans le texte au moment où Arikar essaye, avec un relatif échec, d'élever bien son fils adoptif. Donc ce sont des courtes maximes, comme on en a dans la littérature orientale, comme on en a dans la Bible, dont le plus célèbre dans le texte assyrien, dans le texte araméen ancien, est « Ne montre pas le désert à un Sidonien et la mer à un Arabe, car ce n'est pas leur affaire. » Bon, mais après, on a des trucs « Ne bois pas du vin avec un méchant, jeûne plutôt avec quelqu'un qui est sage », enfin voilà, plein de maximes, j'allais dire, de sagesse populaire et de bon sens. Or, et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le texte narratif, donc de ce milieu araméo-assyrien, et les maximes, il y a des différences de niveau de langue. Les maximes
ont un niveau de langue araméen sans doute plus ancien, que certains datent du 8e siècle, et qui ne sont pas marqués par ces influences assyriennes. Donc là aussi, je disais, avec Derhala, on avait un texte écrit au 8e siècle, mais dont on suppose qu'il correspondait à une tradition qui pouvait être déjà nettement plus ancienne. Là aussi, on a un texte, des éléments très fragmentaires d'une littérature qui peut être plus ancienne. Donc, quand on voit l'apparition de l'écrit dans des inscriptions sur pierre au IXe siècle, c'est les premiers documents qui nous sont conservés, mais ce n'est pas l'apparition d'une tradition d'écrire en araméen, ni de composer des textes. On a tout d'un coup, au moment où ça apparaît, une écriture et une langue qui sont mûres. L'écriture manifeste déjà, ne serait-ce qu'à travers son unité dans un grand espace, certainement une tradition de formation scribale. Et la phraséologie des inscriptions aussi montre qu'on a l'habitude d'écrire. Et ces éléments-là montrent qu'on avait aussi une tradition de littérature, d'écrire des textes qui ne sont pas uniquement des textes d'affichage en araméen à une époque plus ancienne. Alors, Haricart pourra fournir le lien avec la suite. Ma dernière inscription pourra le faire aussi, avec cette inscription de Taïma, trouvée à Taïma dans le nord de l'Arabie, qui se trouve aussi au Louvre. Le Louvre est quand même un magnifique musée d'épigraphie sémitique, allez le voir. Hein. Et qui est donc un prêtre local qui a fait une grande inscription. L'inscription elle-même, là aussi, comme le papyrus d'Haricart, date sans doute du début de l'époque perse, mais prouve l'arrivée de l'araméen dans cette région, arrivée qu'on peut sans doute au moins faire remonter au séjour du dernier empereur mésopotamien, dernier empereur babylonien, néo-babylonien, Nabonide. Vous savez qu'il s'est installé, il a abandonné sa capitale et il est parti par dévotion envers le dieu Sin, dont Taïma en Arabie était un des hauts lieux, s'installer 10 ans en Arabie. Ce qui a certainement facilité la conquête par Cyrus, parce que voilà, quand le roi abandonne pendant 10 ans le cœur de l'Empire, il n'est pas forcément très positif pour inciter ses sujets ensuite à le défendre. Donc on a, vous voyez, dès cette époque ancienne, et une époque très ancienne, je vous ai parlé du 9e au 7e, 6e siècle, début du 6e siècle, une diffusion de l'araméen à travers tout le Proche-Orient et ce que je vous disais, tension entre unité qui est réelle pour certains affichages, qui montrent qu'il y avait une tradition et qu'on pouvait d'un bout à l'autre de l'arc écrire des textes très proches, avec la même écriture, avec la même phraséologie, avec une langue à part, mais selon les endroits, que ça devait recouvrir les traces d'un araméen beaucoup plus diversifié, avec même des formes d'araméen à la limite de l'araméen, aussi bien au nord en Anatolie qu'au sud dans l'actuelle Jordanie, qu'à l'est en Haute-Mésopotamie, qui montre que voilà, cet araméen n'était pas, dans son fond, aussi unifié que les documents d'affichage nous le laissent voir. Et là-dessus, je vous dis la suite au prochain numéro. Alors, merci beaucoup Françoise pour cette première plongée dans l'araméen ancien, entre le 9e et le 6e siècle, avec déjà des liens que l'on va pouvoir tisser avec
d'autres formes d'araméen qui sont l'araméen d'Empire, mais qui est aussi la forme de l'araméen syriaque, hein, au travers de l'histoire d'Aricard, et du nabatéen, puisque tu as évoqué Nabonide s'installant en Arabie, et donc les débuts de la présence araméenne aussi dans cette région. Donc on voit que les fils sont déjà prêts à être tirés pour d'autres conférences de ce cycle, mais nous avons déjà eu un aperçu extrêmement riche de l'usage de la langue et de l'écriture araméenne dans des contextes géographiques, mais aussi politiques variés, et également des contextes linguistiques de contact, d'hybridité, tout à fait passionnant. Je vais remercier encore Françoise Briquel-Châtenay pour cette présentation. Vous allez devoir attendre jusqu'au lundi 6 mai pour connaître la suite du développement de l'araméen sous sa forme d'araméen officiel ou d'araméen d'Empine. Et donc je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure, en présence ou en ligne pour la 3e conférence. Merci Françoise.